Mon plein potentiel vous présente la conférence sur la charge mentale et épuisement des solutions concrètes. Suivez dans cette vidéo l'intervention du Dr Ruben Kayembe, qui est médecin, et Madame Augustine Galagui, qui est une psychologue. Voilà. Je m'appelle Ruben Kayembe, je suis médecin. Nous allons présenter cette partie qui nous a été donnée avec Madame Augustine. Elle va aussi se présenter. Donc, je disais, je suis médecin, je suis spécialiste en santé publique, passionné de la santé mentale. Je travaille dans les domaines de la sécurité des médicaments, mais j'évolue beaucoup dans tout ce qui est des associations. Je vois avec moi beaucoup de problèmes sur la sphère mentale, bon, que ce soit dans ma communauté, dans l'église, un peu partout. Donc, et dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, je suis très heureux de venir partager sur la charge mentale et l'épuisement. Sans plus tarder, je vais devoir laisser la parole à on dit comme un co-présentateur ou co-présentatrice. Voilà, vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup et je vais dire bonjour, messieurs et mesdames. Alors, je suis contente d'être là, c'est vrai. Quand le docteur Ruben m'a fait la proposition et par la suite, Madame Jessica, c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté. Alors, moi, je suis psychologue clinicienne. Je suis la psychologue des 2 centres municipaux de Champigny-sur-Marne, parce qu'ils ont des centres. Je sais que la psychologie reste encore, surtout dans nos milieux, un sujet un peu compliqué, on va dire, avec beaucoup des idées reçues. Et quand on me propose ces genres d'interventions, c'est toujours avec plaisir. Et surtout quand il s'agit des charges mentales concernant les femmes, parce que nous sommes des piliers. Nous sommes celles qui portent des vies et celles qui assurent l'éducation jusqu'à ce que nos enfants deviennent des hommes. Et que nous avons énormément de charges qui, malheureusement, restent invisibles pour les uns, mais pas pour nous, les professionnels de santé mentale. Tout à fait. Merci. Donc, si on va rapidement entamer notre sujet, comme nous a tellement bien expliqué Madame Jessica, les besoins, pour moi, je pense qu'on a commencé par l'introduction pour essayer de vous donner un peu l'idée à la base des surcharges mentales. Pour ma part, il faut savoir que aujourd'hui, si l'État français ont commencé à évoluer pour notamment avoir des psychologues cliniciens comme moi et comme des salariés au sein des centres municipaux, c'est parce que depuis Covid, la France, ils ont remarqué qu'il y a eu énormément d'explosions de problèmes de charge mentale, y compris les conséquences au sein de foyers, et surtout qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont tombées dans la dépression, notamment des enfants, etc. Ce qui fait que depuis, la France a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les dispositifs MonPsy. Ces dispositifs qui permettent aujourd'hui que tout le monde peut bénéficier de séances chez les psys sans débourser un centime. Pour ce faire, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc il faut passer par votre médecin traitant. Alors vous avez les choix, vous pouvez même choisir en ligne, c'est-à-dire passer vos entretiens en ligne, voir le suivi psychothérapie, ou notamment aller dans des centres comme moi. Pour me voir, il faut passer par des médecins traitants qui vont vous envoyer vers moi. Donc ça, c'est aussi une information que j'ai tenu à partager avec vous, que vous puissiez partager vraiment à tout le monde pour les gens. Je sais qu'en dehors des idées reçues, mais si vous avez l'idée, envie plutôt, d'aller voir les psychologues et que le côté financier posait des problèmes. Donc aujourd'hui, c'est pris en charge à 100%. Merci. Donc, comme je disais, depuis, comme on a dit, l'OMS, comme vous avez vu déjà, parce que l'OMS, il est toujours aux aguets, bien évidemment, pour trouver des solutions durables sur la santé mentale.
sachant que l'objectif, hein, c'est de mieux comprendre justement l'origine, parce que si on ne comprend pas l'origine, on ne saura pas notamment comment prendre en charge et apporter des solutions adaptées. Alors là, oui, je me suis présentée, donc comme je l'ai dit, par rapport à l'origine de l'épuisement, donc on verra des différentes pistes petit à petit tout à l'heure, hein, pour que vous puissiez vous approprier, on va dire, des connaissances qui vont vous servir, je vais dire, au quotidien, justement pour que par la suite, on trouvera aussi vers la fin des pistes, des solutions pour savoir comment aider les femmes que nous sommes, notamment pour sortir de là. Alors, j'ai pris quelques définitions parce que, vous savez, quand il y a ce genre de situations, autant vous donner quelques pistes puisque beaucoup des professionnels de santé, chacun, ça peut être des médecins, des psychologues, des psychiatres et d'autres peuvent trouver plusieurs définitions, mais au final, ça va nous orienter pour le même point. Donc, là, pour l'OMS, il considère que la charge mentale et l'ensemble des sollicitations mentales imposées, on dit bien imposées, hein, j'aime bien ces mots, à un individu dans l'accomplissement de ses tâches imposées. Retenez-la, je pense que c'est quelque chose qui va vous parler par la suite. Pouvant entraîner du stress et un épuisement si les ressources sont insuffisantes. Ça aussi, on a développera vers la fin. Et pour INEAS, pour eux, ils disent que c'est les déséquilibres entre exigences de la situation, les situations où on a vie hein, tous les jours, du point de vue famille, société, etc., et ressources de la personne. Donc, quand les exigences sont au-delà, alors si vos ressources sont minimes, vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre. J'ai pris l'exemple de Daniel Kergo, sociologue. Moi, j'aime bien donner un peu des références parce que ça vous permet d'aller vous documenter quand même pour essayer un peu de voir un peu des personnes qui ont quand même beaucoup étudié là-dessus. Ça vous aide aussi d'avoir plus des ressources. Parce que la personne fait partie des premières personnes qui ont parlé, du point de vue des sociologues, on va dire, que le charge mental, c'est le travail invisible d'organisation, pensée et anticipation portée surtout par les femmes, même salariées. Ça, on en verra parce que les salariés et les burn-out, on connaît aussi. Alors, j'ai aussi pris Marie Pendé, qui est le docteur en psychologie. Pour elle, la charge mentale, c'est une occupation psychique permanente et usante. Permanente et usante. Alors, pour nous les femmes, surtout les femmes responsables, parfois, on commence depuis l'enfance. On dit permanent, c'est vraiment H24. On arrive même quand on dort. Les charges là, ça nous suit dans nos rêves, même dans nos cauchemars, on va dire. Alors moi, en effet, j'ai écrit un livre qui est sur Amazon aussi, que j'ai parlé, pour moi, c'est une forme invisible de surcharge cognitive et émotionnelle, souvent banalisée, oui. Mais vraiment, on les banalise à un niveau que même le fait que les gens le banalisent, ça vous rend encore plus malade qu'autre chose. Ou enfermés dans des normes sociales, religieuses ou culturelles. On en parlera après. Elle peut évoluer en silence vers un épuisement profond, voire une souffrance mortifère. Croyez-moi, j'en vois tous les jours dans mon cabinet et je peux vous dire que la charge mentale, quand ça reste invisible, ça fait des dégâts que vous n'avez aucune idée. Madame, j'aimerais juste... avant que vous passiez au prochain point, pour juste ajouter une petite explication, c'est que la charge mentale, certes, on dit, bon, j'ai une charge mentale. La vérité, c'est que tout le monde a une charge mentale. Mais dans ce cas précis, quand on fait allusion à, voilà, j'ai une charge mentale, en réalité, c'est de la surcharge mentale. Mais bon, comme on préfère les dire, la charge mentale, parce que tout le monde a toujours
Vous avez des tâches, par exemple, je prends l'exemple précis ici, nous parlons beaucoup plus des femmes. Une femme, elle est à elle seule, bon, je prends l'exemple typique, une femme mariée, et elle est femme mariée, elle est mère, elle est salariée, elle travaille. Donc elle est au travail, en même temps elle doit gérer, bon, il faut aller prendre l'enfant à la crèche, il faut préparer ceci, je dois faire les rapports pour le travail. Tout ça, elle est au foyer, mais en même temps elle doit penser à anticiper. Ça crée une surcharge mentale en réalité. Donc même les hommes ont aussi une charge mentale, mais dans ces cas précis, nous parlons beaucoup plus des femmes. Je voulais juste préciser par rapport à ça. Oui, on peut continuer. Parce que cette conférence, elle est interactive, donc de temps en temps, on va basculer comme ça. Merci. Exactement, parce qu'il y aura aussi le côté médical que le docteur viendra compléter. Et de ces faits, nous avons pensé à vous présenter plusieurs approches pour une meilleure compréhension. Alors, de l'approche psychologique, souvent, voyez-vous, quand les collègues médecins m'envoient des patients, je vais recevoir souvent le mot qui dit qu'elle est anxio-dépressive, donc l'anxiété, fatigue chronique, culpabilité, perte d'estime de soi, dépression et les syndromes dépressifs, comme je l'ai dit, qui va se manifester sous plusieurs formes. Parfois la colère injustifiée, on ne sait pas pourquoi on est tout le temps en colère. Il y a aussi la projection des échecs personnels sur les autres. Oui, surtout quand on estime qu'on est pour rien. Donc si j'échoue parce que c'est la faute de l'autre, ou il y a aussi les sorciers, les oncles et les tantes qui n'ont pas reçu la dot, etc. Ça aussi. Et aussi, on peut voir les différents types de stress, comme on a dit, qui est aperçu comme une interaction entre la personne et son environnement. Des effets, on va voir des ressources de la personne sont jugées insuffisantes pour faire face à l'exigence, comme une détresse émergente. Donc là, c'est Lazarius qui l'a expliqué. Mais bon, je préfère quand même vous donner quelques exemples. Je pense que les exemples, ça parle beaucoup plus. Quand on arrive à être stressé, mais vraiment stressé au point qu'on ne contrôle plus rien. Parce qu'il faut savoir que quand on a une surcharge mentale qui déborde, ça veut dire que nous sommes affaiblis du point de vue psychologique. Je dis toujours, ça c'est pas moi d'ailleurs, c'est le premier directeur de l'OMS qui disait qu'on n'a pas la santé sans santé mentale. Jamais. Notre mental est la première structure qui, si elle est stable, si on est malade, on va s'en sortir mieux que si quelqu'un, son structure psychologique est déjà affaiblie. Si elle est malade, ça ne fonctionnera pas. Donc, notre mental est vraiment la base de notre santé. Et quand on est stressé, donc, ça veut dire que c'est les symptômes de surcharge mentale, qui veut dire que notre mental nous fait des alertes, de dire attention, là, ça ne va pas. Alors, je disais, en effet, quand j'ai donné l'exemple de Lazarius, bien que ces modèles occidentaux, ben oui, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qu'on appelle acculturation. Acculturation, c'est avec DC, ça veut dire la fusion des cultures. Qu'on le veuille ou pas, on est dedans. Donc, de ces faits, on essaye de comprendre, si on arrive à comprendre plutôt les différents modèles qui nous entourent, ça nous aide aussi à avoir des différents outils, on va dire, pour mieux sortir de nos surcharges mentales. Donc je disais bien que c'est occidental, mais c'est là pour justement enrichir nos perspectives franco-africaines. Alors, là j'écris notamment celle de Marie-Rose Moreau. Marie-Rose Moreau, elle n'est pas africaine. Elle est j'ai oublié, c'est pas grave, c'est européen. Alors, elle, c'est vraiment une pionnière des femmes qui ont parlé des souffrances des adolescents issus de l'immigration. Parce qu'il y a à l'hôpital dans les 94, elle est psychiatre transculturelle.
Donc, il y a aussi Henri Colombe, qui est le psychiatre transculturel intégré au Sénégal. Alors, ça, c'est des personnes, pour moi, je les cite, parce que si vous les lisez, vous allez vraiment comprendre la source, on va dire les sources de surcharge mentale qui vient de ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel, ou ce qu'on appelle les identités assignées qu'on a déjà avant même qu'on arrive sur cette terre. Donc dans le ventre de notre maman, croyez-moi, on reçoit déjà des choses qui vont nous suivre tout au long de notre vie. Tout à fait. Alors, les non-partages aussi des responsabilités accentuent la sensation de solitude mentale. Ça, on va le voir tout à l'heure, là. C'est question de la place que nous, les femmes, surtout nous, les femmes africaines en général, avec nos liens culturels et tout, les responsabilités qui sont les nôtres, qui sont liées, on va dire, à nos modèles de culture, qui fait qu'on donne des responsabilités, mais parfois on ne donne pas des clés. Comment faire face justement si ces responsabilités nous amenaient les surcharges mentales. Alors, je vais donner un témoignage, comme je vous ai dit, étant psychologue à Champigny, je ne sais pas si vous connaissez tout Champigny, c'est quand même une ville multiculturelle, donc vous pouvez envisager que je vois des différentes cultures. Donc, 90% de mes patients femmes, je peux vous dire que 89,9% des problèmes sont liés justement aux surcharges mentales, la responsabilité de la famille. J'ai une dame qui m'a dit, au fait, elle était en face de moi, elle me parlait de ses enfants. Elle m'a dit, j'ai tout donné. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours tout donné. Je ne comprenais pas au début de quoi elle me parle de ses enfants. À la fin, j'ai compris qu'au fait, les personnes qu'elle appelait ses enfants, c'était ses sœurs et frères. Mais pour elle, ce sont ses enfants. Elle m'a dit, madame, c'est moi qui les ai élevés. Depuis l'âge de 10 ans, je n'ai pas été à l'école. J'ai tout donné. Et aujourd'hui, ils sont grands. Maintenant, ils sont mariés. Ils ont réussi leur vie. Moi, j'ai tout sacrifié pour eux. Et aujourd'hui, plus personne ne les regarde. Et même ma mère, aujourd'hui, elle se reconnaît maintenant comme c'est elle la mère. Vous voyez, elle est à un niveau de dépression qu'elle n'arrive même plus à comprendre qu'on ne peut pas penser que ses sœurs et frères, ce ne sont pas ses enfants. Quand elle dit que ce sont ses enfants, psychiquement, pour elle, elle a intégré que c'est vraiment ses enfants. Vous voyez? Et aujourd'hui, elle se sent abandonnée, négligée. Elle ne sait plus quoi faire. Alors là, le surcharge mental, ça fait tellement, on appelle ça, ça fait des racines, c'est rigide, c'est cristallisé, au point qu'elle n'a pas la capacité de percevoir les choses autrement. Donc, je lui ai dit tout simplement, j'entends bien. Pour l'instant, je vous expliquerai ma méthodologie quand je vois que c'est bien enfermé, comme on dit, cristallisé. À ces moments-là, j'offre juste l'espace d'écoute. Je vais juste écouter et recevoir, et par la suite voir si je trouverai un moyen, une porte qui va s'ouvrir pour essayer de la ramener, essayer de continuer la psychothérapie par la suite. Donc pour vous dire que nos surcharges mentales liées à nos responsabilités de nos familles, qui sont souvent très honorables, parce que de l'autre côté, ça nous donne aussi, ça va faire développer ce qu'on appelle une espèce de narcissisme. Parce qu'on on a la fierté, c'est moi qui donne ça. On peut même dire que Dieu m'a choisi, je suis l'élu de ma famille, et que depuis l'enfance, on m'avait dit que c'est toi qui as été choisi, donc c'est toi, il ne faut pas se plaindre, vous voyez. D'un côté, ça va nous faire développer ce narcissisme. Or, c'est le piège, en fait. On va tomber dans ces pièges parce qu'on ne pourra pas dire quand on a mal. On ne peut même pas se plaindre parce qu'on a honte. Il y a la culpabilité. Et tout ça, on va les refouler. Or, tout ce qu'on refoule, ça ne disparaît pas. Sauf si on développe des maladies neurodégénératives.
Sinon, tous les retours des refoulés, ça remonte. Et les jours où ça commence à remonter, les surcharges mentales, alors là, il faut chercher Madame Jessica pour qu'elle puisse nous aider comment on va rebondir. Bon, Ah oui, alors, oui, c'est vrai. on continue. Alors, je vais aussi vous donner l'approche psychanalytique. Désolé. C'est très important ce que tu viens de dire. Tout ce qu'on refoule, ne part pas. C'est ça. Je ne sais pas si je reprends bien les mêmes mots. Tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on ne veut pas traiter, tout ce qu'on ne veut pas aborder, ne part pas en réalité. Non. Ok. C'est quelque chose qui peut-être tu devras encore. C'est pas. On aura une session de questions, c'est ça? Ah d'accord. On en parlera. D'accord. Ouais, ouais. Ok, merci. Vous voulez boire? Ça y est. Ouais. Merci. De toute façon, on y est parce que je vais donner plus d'explications justement sur à partir d'ici. Elle fait boire. Si on peut compter à mettre l'eau dans le verre, c'est ça? Oui, oui, mais je fais. D'accord, un petit peu. Oui. Non, non, ça va, je vais prendre de l'eau. Alors. Là, c'est bon? Ok, d'accord. Bon, on continue. En effet, la question du docteur, on va le développer un peu ici. À savoir que la psychologie, en fait, il y a plusieurs orientations. Et vous allez aussi voir que des psychologues, justement, on a des différentes approches, donc différentes méthodologies pour nos patients. Il y a ce qu'on appelle la psychanalyse, ça c'est, si vous avez entendu parler de Freud, donc c'est lui le père de la psychanalyse. La psychanalyse c'est juste l'étude de l'inconscient, donc je vous expliquerai ces phénomènes de refoulement. Comme il y a d'autres approches, notamment comportementales, etc. Mais là on passera aujourd'hui. Aujourd'hui on reste sur la psychanalyse parce que ça nous parle plus. Alors, dans la psychanalyse, justement, j'ai parlé de Mélanie Klein parce qu'elle a plutôt étudié ces positions dépressives qui commencent depuis l'enfance. J'ai pris aussi son exemple parce que, comme je l'ai dit encore, tout ce que nous vivons, vos surcharges mentales que nous avons aujourd'hui, il faut savoir que ça ne commence pas aujourd'hui. Ça commence de très très loin. Quand je vous ai dit qu'on est même dans le ventre de notre maman, on partage déjà avec notre maman ces conflits psychiques, notamment ces souffrances liées à la colère, le stress, l'angoisse et tout ça. De la même façon que quand la femme est enceinte, on lui dit de ne pas prendre de produits stupéfiants, notamment d'autres médicaments, parce qu'à travers les sangs, on peut contaminer l'enfant. C'est la même façon quand la femme est enceinte. Si cette femme vit ces moments-là dans la souffrance psychique, notamment comment je vais dire, des moments de violence, et qu'elle est angoissée, elle est stressée, elle est en colère, elle n'est pas bien, elle les partage aussi avec l'enfant, parce que l'enfant les ressent. Et ça, quand on est né, on va déjà avoir en nous ces sensations de stress qu'on a vécu avec la maman. Donc, d'où l'importance justement de commencer dès l'enfance pour mieux comprendre comment ça s'installe. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le surmoi tyrannique. Donc le surmoi tyrannique, comme j'ai dit, exigence morale et intérieure de performance sacrificielle. On parle bien performance sacrificielle. C'est un français très difficile. Je vais donc voilà. Essaye encore de descendre un peu, oui, d'accord. Alors, exigence morale. Quand on parle d'exigence morale, vous venez de le dire, dans notre famille, chez nous, la femme doit être comme ça, ne doit pas être comme ça. Vous voyez, on l'intègre. Alors, on va l'intérioriser, cet modèle de famille, on va dire. Après, ça va devenir une performance, vous voyez, dans notre caractère. Ah, nous, c'est comme ça, donc une femme ne doit pas se plaindre. On le vit, même dans la fidélité, on va dire, la femme, il faut supporter, vous voyez, ce genre de choses. Donc, je sais que les hommes, vous êtes là, mais comme c'est la femme qui est à l'honneur, donc c'est pour ça.
Non, je peux en parler, hein, je peux effleurer quelques mots là-dessus. Hein, vous voyez, ah oui, fini après. Donc quand on parle de l'exigence morale, ce qu'on nous a exigé comme moralité, bien évidemment, et intérieur des performances sacrificielles, ça veut dire les sacrifices qu'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, on va les considérer comme une performance, vous voyez. Donc, je les sacrifie, mais je donne que les résultats soient positifs. Donc, comment je peux expliquer? Je travaille ici. Puisque je suis venue en Europe, donc je suis celle qui a été choisie par Dieu pour aider ma famille. Hein? Donc, je travaille, j'ai même des dettes, mais à la fin du mois, je prends l'argent, j'envoie en Afrique. Moi-même ici, je commence à courir de gauche à droite, à chercher les assistants sociaux. Vous voyez un peu le niveau des sacrifices que je fais pour me faire honorer là-bas. Or, moi-même, ici, je suis dans un état plus que bas. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens performance sacrificielle. Oui, juste pour enchérir par rapport à ça, vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'éducation des femmes est vraiment très soutenue, si je peux dire ça comme ça, de cette façon-là, alors que les hommes sont presque laissés à leur sort. Vous allez voir, dans une famille, il y a un standard. Il y a un standard des exigences. Il y a ce à quoi on attend, c'est de quoi on attend à la femme. Et c'est clairement défini. Je donne un petit exemple. Vous voyez, dans une famille, on dit, bon, ici, à 19h, vous devez déjà rentrer. On dit ça à la jeune fille. Mais au jeune garçon, c'est un peu flou. Lui, il peut revenir même à minuit. Lui, il est un peu laissé comme ça. Vous trouvez dans des familles, parfois, les jeunes garçons, la jeune fille, on l'oblige à aller à l'église. Mais les jeunes garçons, lui, bon, écoute, c'est un garçon. La femme, on doit vraiment bien l'éduquer. C'est très bien. Mais les petits garçons aussi, on doit aussi bien l'éduquer. Au même titre que la petite fille doit être éduquée. C'est un peu par rapport à ça, à ces exigences, ces standards, c'est à quoi on attend aux femmes. Ça peut devenir lourd à un certain moment. Voilà. Ok, merci. Alors là, on continue justement, on arrive au mécanisme de défense. Alors, c'est quoi le mécanisme de défense? Au fait, les mécanismes de défense, c'est une espèce de... C'est comme si on se mettait, comment on appelle ça, une protection. Hein? Mais ce sont des protections inconscientes pour nous protéger contre de situations difficiles, mais inconsciemment, on va dire. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, on a parlé de refoulement, donc je reviens. C'est quoi un refoulement? Il y a deux sortes de refoulements. Toujours, on retourne vers l'enfance pour comprendre ces mécanismes-là. On est bébé, on arrive sur cette terre, on n'a pas la notion ni du bien ni du mal. On est vide. Donc, c'est notre environnement familial, sociétal et autres qui vont nous éduquer, on va dire. Or, étant enfant, on peut vivre des traumas. Donc, les traumas, ce sont des actes. Les traumatismes sont des conséquences du trauma. Admettons les choses qu'on néglige souvent. À Lingala, on appelle ça kigogo. Donc, on frappe l'enfant sur la tête, tac. L'enfant peut même uriner sur lui. Vous voyez? Cette souffrance, cet acte, c'est un trauma. L'enfant va refouler puisque l'enfant n'a pas la capacité de répondre à l'adulte, il va refouler la frustration qu'il ressent en lui. Ça va le marquer, il va le garder. Il n'y a pas que ça. Tout ce qu'il va vivre comme injustice, qu'il ne serait pas en mesure de répondre puisqu'il se retrouve un peu dans une situation de faiblesse. Ce qui fait que tout ce qu'on va refouler depuis qu'on est enfant, ado, jeune fille, jusqu'à que ce soit physiquement ou les paroles, parce que les paroles blessent, on peut insulter, on peut dénigrer, et ça vient de très très loin. Ce sont des choses qui définissent nos caractères par la suite qu'on ne se rend même pas compte. On pense qu'on est comme ça parce qu'on a décidé d'être comme ça. Oh non, on se trompe. Ouais, on se trompe parce que ce n'est pas logique. Donc, de ces faits, tout ce qu'on refoule. Il m'a insulté, c'est pas grave. Dieu a dit il faut pardonner, je pardonne mais je dors, ça revient dans ma tête. Celui-là m'a fait du mal au travail, partout où on fait. Pardon.
Le micro. Okay. Non, mais ça va, je crois que ça va. Ok. Oui. Donc, partout et tout ça, tous les problèmes que je vis, je vais refouler. Donc, le refoulement, c'est que c'est pas grave, je passe outre. Souvent, voilà, c'est des mots. Moi, je sais passer outre les choses. Mais passer outre les choses, je n'oublie pas. Vous voyez, je les refoule. Donc, le refoulement, c'est fait volontairement. Ah, je ne vais plus y penser. Non, je vais le pardonner. Mais ça reste, vous voyez, les pensées sont toujours là. Ça, c'est le premier refoulement. Deuxième refoulement, ça se fait quand c'est une violence au point que l'acte posé est allé dans l'inconscient. Je donne un exemple. On voit souvent des femmes, puisqu'on parle de femmes avec notre surcharge mentale, toutes ces femmes qui vivent des viols. Notamment, moi j'étais en RDC chez Dr Mukwege, je ne sais pas si vous le connaissez, j'étais allée il y a 3 ans auprès de ces jeunes filles pour aller voir un peu comment la prise en charge se fait là-bas pour tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'elles ont vécu. Il y a ces jeunes filles ne se rappellent pas de l'acte en elles-mêmes. Vous voyez, la violence est telle que l'inconscient se déconnecte de la conscience. Donc, l'acte va s'instaurer dans l'inconscient. Donc, de ces faits, la conscience n'a pas accès. Alors, or, ce qu'on a refoulé volontairement et involontairement, ça remonte toujours. Et ça remonte comment? À la fin, je vous montrerai une image. Sous forme des émotions et qui définit nos comportements. Quand on s'énerve, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on s'énerve. Ce n'est pas parce que l'autre m'énerve, mais il peut y avoir que l'autre en face de moi dit quelque chose qui va heurter un conflit psychique en moi, qui fait que l'autre est tout simplement un élément déclencheur. Donc, un refoulement d'un élément qui m'a dérangé dans ma vie et que je refoulais, quelqu'un d'autre en face de moi vient heurter cette sensibilité qui fait émerger en moi une émotion. Or, cette émotion est liée à un conflit que j'ai refoulé. Vous voyez un peu le système de refoulement. Et ces refoulements, vu que moi je dis toujours à mes patients, quand vous refoulez, ils vont aller se marier, ils vont faire des enfants, des cocos et tout ça. Et c'est des clans. Ils vont revenir avec une puissance. Que quand ils commencent à remonter, alors les surcharges mentales, j'espère que maman Jessica, vous avez donné les réponses là-dedans. Parce qu'ils écrasent. C'est là où on tombe, parfois on parle de la dépression, on parle, voilà. C'est quand nos retours de refoulés, ils décident prière ou pas. Oui, c'est là où le système de refoulement. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Moi-même, j'apprends beaucoup là. Alors, donc là, on était dans le mécanisme de refoulement. Et aussi, il y a le mécanisme de déni. Alors, dans le mécanisme de déni, souvent on confond, mais les dénis, c'est quoi? Alors, les dénis, il faut savoir que c'est aussi un mécanisme de défense qui nous protège. Quand vous voyez une personne dans la souffrance, parce que son mari l'a trompée, elle est dans le déni, ou parce que le deuil, elle est dans le déni, ou la maladie, elle est dans le déni, elle ne veut pas, dites-vous que c'est une protection psychique que la personne met en place inconsciemment parce que la réalité est plus violente. Elle est difficile à vivre. Donc, quand vous voulez retirer le déni à une personne, il faut vous rassurer que vous allez lui remplacer avec autre chose. Parce que sinon, la personne s'écroule. Alors, il y a aussi idéalisation. Oui, en général, justement... Mais, madame, j'aimerais bien que vous puissiez bien expliquer les dénis. Okay. Donc, autrement dit, les dénis, c'est une situation qu'on ne veut pas accepter. Voilà. Donc, on sait qu'elle est là, mais on a du mal à accepter cette réalité-là. C'est exactement ça. Exactement. Ça veut dire que là où on a beaucoup vu, comme j'ai donné l'exemple, mon mari me trompe, ma mère, elle est violente, mon père, c'est un alcoolique, enfin, ou le deuil de la personne, quelque chose que notre réalité refuse d'accepter. Parce que si on accepte,
c'est plus violent. Oui, c'est lourd. Vous voyez, c'est plus. Donc, nos mécanismes n'est pas prêts à accepter cela, d'où on met les mécanismes de défense, le déni, pour se protéger, au fait. Vous voyez. Et c'est bon? Oui, très bien. Okay. Très bien. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'idéalisation. Hein. Dans l'idéalisation, toujours les mécanismes de défense, là. Ça aussi, c'est souvent quand on essaye d'idéaliser les gens, on essaye d'idéaliser beaucoup de gens, ça aussi, ça nous aide à tenir. Admettons, on voit un représentant, quelqu'un qu'on a beaucoup donné de la valeur, on va dire, à qui on a trop confiance comme une espèce de mentor, des choses comme ça, on idéalise cette personne-là. Donc, et pourtant, on voit que cette personne se comporte mal. On ne veut pas accepter. Ça, ce n'est pas le déni, mais c'est une sorte de déni aussi. L'idéalisation fait en sorte que la personne continue à idéaliser la personne. Parce que si je l'idéalise plus, je vais voir la réalité. Si je vois la réalité, ben, je me coule aussi. Et il y a les suradaptations. Alors, les suradaptations, ben voilà quoi. Je suis là en train de pleurer parce que quelqu'un va me voir, je suis en train de pleurer. Non, je ne pleure pas. Où est-ce que vous m'avez vu en train de pleurer? Vous voyez, j'essaie de me suradapter parce que toujours on revient sur le surcharge mental. Tous ces mécanismes-là, hein, c'est lié au surcharge mental. Tellement c'est trop, c'est lourd, et nos mécanismes psychiques cherchent à nous protéger. Et des effets inconsciemment, on crée ces mécanismes de défense. Ce qui fait qu'on a l'impression de surmonter, de dire ça va, je vais avancer. Parce que justement, on a mis ces mécanismes-là qui nous aident. C'est ce qu'on appelle un peu le faux self, c'est-à-dire on a l'impression que ça fonctionne, or ça ne fonctionne pas. Il y a longtemps, la personne est déjà écroulée, il reste juste un petit coup comme ça et la personne tombe. Voilà. Alors, on continue? Oui, très bien, oui. Bon, alors, toujours, cette fois-ci, on va aller dans l'approche psychodynamique. En fait, psychodynamique, c'est simplement, on va mélanger tout ce qui est psycho, les dynamiques. Hein. Donc, le docteur expliquera les liens entre tout ce qui est maladie médicale, maladie physique, voilà, physique et comment ça se fusionne justement avec nos fonctionnements psychiques. C'est pourquoi je vous ai dit franchement, quand on arrive à comprendre comment notre psychisme, notre psyché fonctionne, les autres maladies qu'on ne comprend pas, on aura des clés, quelques clés. Bon, entre parenthèses, je dis toujours à mes patients que j'aime pas, moi, en tant que psychologue, dire que j'aide. Moi, je dis j'accompagne. Parce que l'accompagnement, on est côte à côte. C'est comme si moi, j'avais des clés et que c'est vous qui avez des problèmes. Il y a cette subjectivité qui est vos problèmes. Moi, ensemble, on voit ce qui se passe et on va prendre cette clé-là. Ensemble, on va aller avancer pour voir quelle porte on va ouvrir, qu'est-ce qu'on va trouver dedans, etc. Donc, dans cette approche psychodynamique, donc ces dynamismes-là, liés avec le psyché, je vous montrerai à la fin, et les corps. Donc, on reste encore sur les conflits psychiques inconscients, parce que je pense que c'est vraiment la clé de nos surcharges mentales. Non résolues peuvent provoquer des manifestations psychosomatiques. Donc, tout ce qui est psychosomatique, oui, on en parlera tout à l'heure. Le docteur va prendre la parole. Et je pense que là, je passe. Je laisse là parce que c'est lié. Oui, d'accord. Alors, il y a l'autre, tous les autres mécanismes de défense, notamment actifs dans l'inconscient. Ça, c'est pour éviter justement l'effondrement, ça on l'a dit. Donc là, on rajoute seulement la rationalisation, les dénis, les clivages, ça je l'ai dit. Alors, les clivages, je pense qu'il reste juste le mot clivage. Clivage, c'est quoi? En fait, les clivages, ça aussi, c'est un des mécanismes de défense. Vous pouvez avoir quelqu'un, un jour, il vous aime, et l'autre jour, il vous déteste, vous ne comprenez même pas pourquoi. Quoi. Bah, qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien. Bah, non, la personne ne sait pas. C'est-à-dire, dans les clivages, la personne n'arrive pas à, dans ses propres conflits psychiques, et que vous, en face, vous êtes un élément qui déclenche
un de ses conflits psychiques, d'où un jour il va vous aimer, un jour il va vous détester, à ne pas confondre avec de pathologies psychotiques, notamment dans les états limites où la personne est justicier ou la schizophrénie ou plutôt la bipolarité, ou à ne pas confondre, vraiment. Alors, les liens entre la fragilité psychique, comme je vous disais, c'est qui fragilise notre psychisme au point d'avoir les surcharges mentales, et la somatisation. On le verra, le docteur va mieux l'expliquer. Donc, ouais, je pense que là, je ne cite pas parce que vous allez les dire. Il y a des maux de tête, les douleurs, les troubles gynécologiques, tension artérielle. Ah, mais non, nous, toute la famille, nous sommes des gens, on a des tensions depuis notre grand-mère et tout ça. Ben oui, vous avez partagé des conflits psychiques, donc vous partagez aussi les conséquences de ces conflits psychiques. Donc, il y a la possibilité de mettre fin à cela, vous voyez. Et aussi, je voulais parler de l'excès de l'empathie excessive. Mais là, je vais quand même vous donner quelques explications entre l'empathie et la sympathie. Parce que ça aussi, souvent, on les confond. À savoir que l'empathie, ça se développe du point de vue cognitif et intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne développent pas de l'empathie. Donc, vous allez croiser en face de vous des gens qui sont antipathiques. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas tout simplement sentir votre souffrance. Pour faire simple, l'empathie, c'est je suis moi, je me différencie du docteur. Alors, je sors d'ici, je vois que le docteur est en train de se noyer. Moi, je ne sais pas nager. Si j'ai développé l'empathie, je vois qu'il est en train de noyer. Donc, je partage sa souffrance. Mais je sais aussi que je ne sais pas nager. Donc, je ne vais pas plonger. Mais je vais aller chercher de l'aide. Dans la sympathie, c'est plutôt pulsionnel. Donc, c'est inné. Vous voyez, quand on met les bébés ensemble, s'il y a une qui commence à pleurer, les autres pleurent. Ce n'est pas de l'amour de partage, mais c'est instinctif. Je sens qu'on pleure, je pleure, mais je ne me fusionne pas de l'autre. Dans l'empathie, je vais le voir en train de se noyer, je vais plonger, mais je ne sais pas nager, je vais mourir. Parce que je ne me différencie pas de lui. Donc, je vois il est en train de souffrir, c'est comme une éponge. J'aspire sa souffrance, je ne me différencie pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est parce que je n'ai pas eu d'un côté à développer l'empathie qui me permet de me différencier de lui et de moi. Mais il faut aussi savoir que dans l'empathie, voyez-vous, toujours dans l'enfance, c'est très important. On va dire à l'enfant, tiens, il faut partager, hein. On partage, il faut donner à l'autre. Ah non, il ne faut pas frapper, c'est pas bon. L'enfant apprend à je ne dois pas faire du mal à l'autre. Parce que lui non plus ne peut pas me faire. Maintenant, si vous imaginez, je vais donner un exemple d'une patiente à peine 16 ans. Cette petite est venue me voir, elle m'explique que chez elle, c'est une famille recomposée, on l'enferme dans la chambre, elle vient manger le reste des autres. Alors, vous imaginez un enfant comme ça, comment elle peut développer de l'empathie? C'est impossible. Donc, cet enfant peut, de ses faits, elle, étant donné qu'elle n'a pas développé l'empathie, elle ne peut pas le ressentir pour les autres. Donc, elle peut vous faire du mal. Vous allez être là et dire, mais comment vous pouvez faire une chose pareille? Elle ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas autre chose que ça. Mon verre, s'il n'y a que de l'eau, il n'y a que de l'eau. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Vous voyez? Elle ne sait pas, donc elle ne peut pas. Donc c'est très important, quand vous arrivez à comprendre, vous pouvez comprendre ce qui se joue autour de vous, les comportements des gens en face de vous. Comment il y a des gens qui arrivent à faire du mal, sans regret, sans rien du tout. Vous vous dites, Dieu va le punir, il doit d'abord connaître Dieu aussi. Vous voyez, c'est l'absence totale de l'empathie, il n'a pas développé. Donc c'est le facteur majeur aussi de l'épuisement émotionnel. Alors, on va continuer. Je pense qu'il y aura... là, moi, j'arrive à la fin.
Là, je vais laisser justement, comme tout à l'heure, on a dit que le docteur va prendre pour les troubles psychosomatiques, justement pour vous expliquer, pour que vous puissiez voir les liens de tout ce qui se passe. Vous avez mal à la dent, vous avez mal à la tête, vous avez des vertiges, vous avez mal au ventre, vous avez mal partout. Dites-vous que tout est lié à votre psychisme, donc le surcharge mental. Je laisse le docteur. Merci. Merci. Vous n'êtes pas arrivé à la fin, vous m'avez juste donné un peu quelques minutes. Oui, alors, je voudrais aborder, toujours dans les mêmes cheminements d'idées, des troubles psychosomatiques. Les micros, je crois que celui-là. Bon, d'accord, merci. Oui, les troubles psychosomatiques, ce qu'il faut comprendre ici, c'est comme Madame le disait un peu avant, la santé mentale, souvent, on a tendance à la différencier avec la santé physique, disons, notre santé. Sauf qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. La santé, c'est un tout. Donc, et la santé mentale et notre physique, le tout est connecté. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et ils dépendent. L'un dépend de l'autre. Donc, il y a interdépendance de ça. Alors, les troubles psychosomatiques, ce sont des conditions médicales qui sont influencées ou aggravées par des facteurs psychologiques, tels que le stress, l'anxiété, la dépression. Tous ces facteurs ont une incidence sur notre santé physique. On va voir un peu plus tard. Malheureusement, déjà, oui, on peut passer. Malheureusement, la prévalence plaide en faveur des femmes. Donc, il y a plus de femmes qui manifestent beaucoup plus ces troubles que les hommes, en raison de 38% des femmes et 26% des hommes. Donc, pourquoi j'amène les hommes dans ces débats? Parce que les hommes ont aussi la charge mentale, la surcharge mentale. Bien qu'ici, nous faisions un focus sur les femmes, mais il ne faut pas l'oublier. C'est comme ça que j'amène toujours les hommes dans ces débats. Et vous, les femmes, vous allez m'en excuser ou ne pas m'en tenir rigueur. Voilà. Alors, bon, après, pour plusieurs raisons aussi, les hommes consultent moins par rapport à des problèmes psychiques. Les hommes sont dans les cannabis, l'alcool et tout ça. Là. On passe. Je serai très, très rapide. J'ai pris quelques exemples pour bien expliquer ça. En réalité, quand on est stressé ou quand on est déprimé, il y a des hormones qui sont sécrétées dans notre corps, notamment les cortisol. Les cortisol, c'est l'hormone du stress. Cette hormone a aussi effet de réduire l'immunité. Donc notre immunité baisse quand nous sommes stressés. C'est pourquoi ce n'est pas bien de garder des problèmes psychologiques. Et il faut aller consulter un psy, il faut vraiment chercher de l'aide, en parler ou ne pas garder comme madame disait. C'est pourquoi j'avais insisté quand elle avait dit tout ce qu'on refoule revient. Parce qu'exactement ça revient. Et quand ça revient, ça ne revient pas que sur les plans psychologiques. Non, ça revient aussi avec des conséquences sur les plans physiques. Voilà, donc vous avez par exemple des fibromyalgies. Il y a des femmes qui se sont plaintes des douleurs diffuses, hein, des douleurs musculaires, les dos, les bras. Donc des douleurs, vous ne savez pas trop comprendre d'où ça vient. Alors que la réalité, c'est que c'est influencé par les stress, hein, les traumatismes et plusieurs autres facteurs psychologiques qui ont déclenché. Oui, on peut passer, j'avais dit que c'est rapide. Il y a aussi un autre trouble ici, le syndrome de l'intestin irritable. C'est un trouble digestif chronique, donc des douleurs au ventre, des ballonnements, la diarrhée, la constipation. Il y a des femmes, dès qu'elles ont un stress, elles sont soumises à un stress, un sérieux problème qui les tourmente, qu'elles n'arrivent pas à le surmonter, elles font la diarrhée ou elles sont constipées. Plusieurs jours sans faire l'aisselle. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, il y a une charge qu'on n'arrive pas à soulager, si je peux dire comme ça. Donc les stress, l'anxiété sont des facteurs déclenchants et aggravants où on peut passer. Il y a aussi ça, les psoriasis. Très souvent, beaucoup de gens sont aussi passés par ça. C'est des plaques rouges c'est comme la cire des bougies. Vous voyez, une bougie allumée, c'est comme les liquides de la bougie sur la peau. Vous avez tendance à gratter. Souvent, il y a aussi même de l'eczéma. J'en parlais même il y a quelques jours dans ma communauté, j'en parlais. Il y a même des enfants, c'est vrai, ici on parle des femmes, même des petits bébés développent de l'eczéma
quand ils sont soumis à un stress et quand les enfants ne sont pas... ils sentent qu'ils sont en train de souffrir et personne n'est là pour peut-être ils sentent. Les enfants savent aussi sentir une souffrance psychologique. Souvent, on pense que les problèmes psychologiques, c'est seulement aux adultes. Non, mais les enfants, les hommes et tout le monde. Je suis encore désolé de ramener ça ici. Donc, je voulais juste relever un peu ces quelques exemples pour expliquer combien et comment il y a la somatisation de tout ce qui est facteur mentaux. Donc, voilà. Merci. Ok. Voilà. Ah oui, c'est le bon micro, je crois. Oui, c'était bon aussi. Ok. Bon, merci docteur. On va continuer encore un peu, mais là, je peux aussi rajouter quelque chose de dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc moi, étant que donc tous les patients qui viennent me voir, ils passent, ce sont de médecins du centre, c'est comme ça que ça fonctionne, les médecins du centre, justement qui les envoient vers moi. Pourquoi? Parce que le médecin va remarquer qu'elle présente deux symptômes psychosomatiques qui ne font pas partie de leur rôle, d'où ils vont les envoyer vers moi, notamment tous ces problèmes que le docteur a manifestés. C'est vrai que souvent quand quand le patient, parfois le patient vient nous voir pour, je vois bien que c'est noté, que est psychosomatique, la patiente va me dire, mais madame, moi je suis venue vous voir parce que j'ai mal au dos, c'est devenu chronique, je n'arrive plus, c'est à cause de mon travail. En fait, elle donne déjà la cause, c'est mon travail qui fait que j'ai mal au dos. Donc, vous voyez, il y a déjà un blocage parce que pour elle, elle va déjà avoir identifié la source de ces douleurs. Alors, ce que je dis toujours, vous voyez, tout à l'heure, j'ai regardé vite fait, il y a un moment, Jessica, elle a écrit que des signes guides révolutionnaires qui réveillent le pouvoir insoupçonné. En fait, quand on parle de pouvoir insoupçonné, j'ai dit aux gens, pour mes patients, parce que je suis aussi psycho-spirituelle, c'est-à-dire que comme je suis clinicienne avec la spécialité inter- et transculturelle, ça veut dire que je sais prendre en compte tout ce qui constitue la personne, sa culture, sa foi, sa spiritualité et tout, pour justement montrer aux gens comment on peut utiliser sa foi comme ressource psychique pour aller trouver des solutions où la prière simple ne suffit pas. Ce n'est pas parce que la prière ne suffit pas, c'est comment est-ce que vous priez. Parfois, on ne sait pas justement comment prier en lien avec son ancrage psychologique qui fait qu'on n'a pas de réponse. Or, je dis toujours que, revenons sur extraordinaire, ce mot-là, insoupçonné. Je dis aux gens, attendez, quand c'est les patients croyants, donc on va parler de leur croyance, Dieu est puissant, donc je suis sa fille puissante. Est-ce que vous avez l'idée quand on dit que si vous croyez, vous pouvez déplacer les montagnes? La science dit exactement la même chose. Nous avons des capacités psychiques qu'on peut aller au-delà de ce qu'on n'imagine même pas. Pour les savoir, regardez l'humain, d'où nous sommes venus. De forêt, on était avec des animaux, aujourd'hui on part à la lune. Mais vous imaginez pas le niveau des capacités psychologiques qui peut, si jamais on sait l'utiliser, comment on peut faire face à ces douleurs, au point de faire taire ces douleurs du dos, qu'on pensait que c'est lié à son travail. La force est là-dedans, vous voyez. Donc, on va continuer, c'était juste un exemple. Les schémas, comme on a dit tout à l'heure, la souffrance psychique qui est liée au conflit inconscient, qui est liée aux défenses psychiques, dont le refoulement, tout ce qu'on refoule, dites-vous, tout ce que vous refoulez ne va nulle part. Ils vont juste aller prendre des racines, la force, et quand ils vont débouler, ils vous déboulent. Donc, il y a aussi les dérèglements, ce que le docteur vient de dire, physiologique, comme il vient de dire, le problème des sommeils, immunité, etc. Et aussi les symptômes visibles, fatigue, vous vous sentez tout le temps fatigué. Bien sûr, on va dire non parce que je suis anémique. Oui, il y a toujours les liens. Si on fait les chemins, on va les trouver. Irritabilité, on a dit tout à l'heure, vous devenez tellement, tout le temps vous êtes agacé, tout le temps vous êtes en colère, tout le temps, mais vous ne comprenez même pas vous-même pourquoi vous êtes tout le temps comme ça. Et les douleurs, les insomnies, etc.
Donc là, on arrive à l'approche culturelle et anthropologique. Comme je l'ai dit, nous sommes des êtres aujourd'hui, ce qu'on appelle acculturation, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'acculturation, c'est la fusion de toutes les cultures. Donc on est fusionnés. Ce qui fait que nous sommes un peu dans une espèce de panaché, on va dire, et notre psychisme aussi souffre de ça. Il essaie de voir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je rejette, comment je fusionne avec ce que j'ai appris de mes ancêtres, de chez moi, de mon pays. J'arrive ici, de mon mari. Si on part sur le principe qu'on est dans des couples aussi mixtes, donc on a pensé que c'est aussi important de comprendre cet ancrage culturel et anthropologique. Donc, dans les nombreuses cultures, comme on sait, la femme est valorisée, comme on l'a dit tout à l'heure, pour sa capacité à tout porter, tout faire, sans se plaindre. Non, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Les sacrifices est perçu comme un acte de courage. Plus on va se sacrifier, c'est du courage. Je l'ai dit tout à l'heure. Eux, là-bas, ils ne savent même pas que vous allez voir l'assistance sociale et pourtant votre salaire, vous l'avez envoyé là-bas. Pour eux, c'est l'honneur. Notre sœur est là-bas, au pays, enfin en Europe. Mais ici, vous, c'est les dents, vous les grincez, et voilà quoi. Donc, il y a aussi parfois cette intégration comme norme et transmise de génération en génération, de toute façon, humaine. Donc, dans cette transmission transgénérationnelle, il y a l'endurance et l'hérité comme modèle. Ça, je pense que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pris René Caes parce que c'est vraiment un auteur, pendant mes études, que j'ai beaucoup lire. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, vous donner un peu de référence, ça vous permet d'aller vous documenter pour voir un peu les gens qui ont parlé là-dessus. Mais je vais m'arrêter là, par exemple, sur France Fanon, qui a écrit sur le peau noire, masque blanc. Là aussi, toujours dans l'intériorisation du rôle imposé dans les systèmes culturels, notamment les exemples coloniaux, on ne se rend pas compte justement de ces traumatismes qui nous suivent, juste même pas, on ne l'a pas vécu, mais on a l'histoire. Or, l'histoire, quand on nous raconte, ça fait un chemin aussi dans nos pensées. Donc là, l'exemple que je vais donner, j'ai marqué un de mes essais, c'est toujours dans le traumatisme colonial ou les discriminations sociales de notre histoire. Ça aussi, nous les vivons souvent. Alors, l'exemple que je donne souvent à mes patients, si la patiente ou les patients ont la même couleur de peau que moi, je lui pose la question, si je sors d'ici, je croise une personne, Marie Le Pen ou Zemmour, qui me regarde, j'ai rien fait, qui m'attaque. Regarde-moi cette salle noire-là, qu'est-ce que vous venez faire ici dans notre pays et tout ça. Elle m'attaque. Je pose la question, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Je fais quoi? Ça dépend, madame, je vais m'énerver. Oui, c'est logique, vous voyez, je vais m'énerver. Pourquoi vous allez vous énerver? Ben, parce qu'il n'a pas à m'attaquer. Bon, ok, on va faire ça. Qu'est-ce que cette personne qui m'attaque me dit? Et qu'est-ce qu'il a réveillé en moi? Vous voyez? Cette personne, ce n'est pas moi qui l'attaque. Et l'attaque, c'est que je représente. Je représente un conflit psychique qui est en lui, qui est lié à l'histoire coloniale. On lui a appris, donc quand il m'attaque, tout ce que je vois, oh, le petit enfant, donc toi, dans ton enfance, on t'a dit qu'une femme noire n'a pas de valeur. Vous voyez? Cette personne est en train de me dire ce qui est en lui, sa souffrance à lui. De ce fait, quand je comprends que ce n'est pas moi le problème et que je suis un élément qui vient de déclencher, est-ce que je souffre? Non. Par contre, puisque je le sais, mais si je ne le sais pas, j'ai aussi une histoire, non? Donc mes ancêtres, tiens, mes ancêtres ont été tellement tués, bafoués, tout ça, et toi aujourd'hui tu oses venir me dire ça? Vous voyez? Lui aussi va déclencher en moi un conflit psychique. Il y a une histoire que je n'ai pas vécue, mais qu'on m'a racontée. Vous voyez? Donc, de ces faits, tous ces conflits psychiques transgénérationnels, nous les portons en permanence. Où que nous soyons, parce qu'on porte à nous l'histoire de chez nous. Et ça vient mélanger avec les histoires d'ici. Tout va dépendre de la manière dont je vais l'intégrer et à comprendre l'altérité en face de moi. Mais bon, ça aussi, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas. Alors, oui, donc là,
ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. On va quand même donner quelques pistes de solutions. Les pistes et des solutions pour nous aider. Quand vous êtes chez vous et que vous avez la sensation de ne pas vous sentir bien, vous avez des douleurs somatiques, c'est-à-dire des douleurs où même ce que vous pensez savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, ou pas, on vous a proposé de vous donner ces 3 pistes de prévention. Donc il faut savoir qu'il y a de groupes de parole, vous approchez, je ne sais pas, tout va dépendre là où vous travaillez ou pas, mais les psychologues, nous sommes là, il y a des groupes de parole qui peuvent vous aider, parce que vous allez retrouver des gens qui peuvent présenter les mêmes problématiques. Il y a du côté social, savoir distribuer le rôle. Oui, franchement, si vous n'avez rien sur le compte, n'allez pas tout envoyer au pays pour qu'après vous vous sentez malade par la suite. Et côté spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrer les repos et surtout essayer d'aller mieux comprendre comment votre spiritualité agit en vous. Et si on peut aller à la fin, j'aimerais juste vous montrer l'image que j'ai préparée pour vous. Je vais aller là-bas. Alors, cette image, voyez-vous, je l'ai créée avec ChatGPT. Parce que j'expliquais à mes patients, je voulais qu'on puisse comprendre c'est quoi la psychologie et comment la psychologie agit en nous. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce que c'est la psychologie, comment on peut l'utiliser, ça ne peut pas nous aider. Alors, quand vous voyez l'arbre, je pense que tous les arbres que vous voyez, on n'a pas besoin de savoir comment vont les racines. À partir de l'arbre, on voit les branches, on sait que là, ça va bien. Alors, nous les humains, nous tous, vous et moi, ce qui nous différencie, c'est les contenus de notre psyché, je vous explique tout à l'heure. Les psychés, c'est quoi? Les psychés, c'est notre âme. Chacun de nous, moi j'ai mon âme, vous l'avez aussi. Ce qui nous différencie, c'est les contenus. Alors, il faut savoir que moi, j'ai imaginé comme ça. La racine, c'est notre psyché. Psyché, c'est quoi? On commence par la psychologie. Psychologie, c'est en 2 mots. Donc, c'est un mot qui vient des Grecs. Donc, on va diviser psycho, qui veut dire psyché. Il y a d'autres qui disent psyché, qui veut dire tout simplement l'âme. Logie veut dire logos, qui veut dire tout simplement fonctionnement. Ce qui veut dire que la psychologie est une science qui étudie le fonctionnement de votre âme et son contenu et comment votre âme interagit dans son environnement. À savoir, si vous pouvez baisser un peu, à savoir que là-dedans, votre âme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Toute votre vie, depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman, je vous ai dit, tout ce que vous avez hérité, on le voit à partir de votre comportement. Les comportements qui, à travers les émotions, essayent de dire ce qui se passe là-dedans. Donc, à partir des émotions, si c'est négatif, je vous ai dit, la colère, la haine et tout ce que vous voulez, on sait comprendre que c'est tiré dans des conflits psychiques. Mais les conflits en question, on ne sait pas, on saura pendant le séance. Pareil, on sait voir aussi les émotions positives. Dedans, d'où ça vient, comme je vous ai dit, de notre famille, tout ce que nous avons vécu. Si la famille vous a impliqué la religion, la foi, la spiritualité, on les trouve dedans. Mais si la famille ne vous a pas impliqué la religion, la foi, la spiritualité, vous ne pouvez pas les trouver dedans. Donc quand vous croisez les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, c'est qu'ici, dedans, il n'y en a pas. Vous voyez, donc quand vous dites aux gens, vous m'avez fait du mal, Dieu va vous punir, mais il faut déjà que la personne puisse avoir la connaissance de Dieu dans son psyché. Vous voyez. Et donc voilà le fonctionnement, comment la psychologie agit en vous. Ce qui vous dit que, ça veut dire que nous tous, nous sommes concernés par la psychologie. La psychologie vous aide, va nous aider juste à savoir qui vous êtes, comment vous interagissez, que ce soit avec votre foi, votre religion, la spiritualité, l'État et tout ça. Alors, on va finir là. J'adore ça. Comme j'ai dit, tout ce que nous refoulons, ça devient un grand monsieur comme ça, comme les diables en personne. Pardon. Non. Avant. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai juste fait ça pour vous montrer que tout ce que nous refoulons, des négatifs bien évidemment, ça va créer tout ça. Bon, c'est juste, j'ai mis quelques mots. Imaginons que quand vous rentrez en dépression, vous n'arrivez plus à vous en sortir, les surcharges mentales,
c'est que le monsieur est devenu comme ça et vous, vous êtes là. Alors quand vous êtes là, essayez de vous lever avec ça. C'est impossible. Donc, est-ce que c'est possible de sortir de là? La réponse est oui. Donc, avec le travail de l'accompagnement des psychologues, des hommes de Dieu, tout ce que vous voulez, vous pouvez, à la fin, nous pouvons arriver à faire l'impossible et à reprendre votre capacité psychologique et à devenir maîtresse de votre vie. Je vous dis merci. Merci. Je vous dis aussi merci. Nous vous remercions pour vos interventions qui ont été pertinentes et qui permettent, je le crois, de pouvoir mettre des mots sur ce que représente la santé mentale. On va regarder maintenant une vidéo sur ce que les hommes pensent de la santé mentale, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu concentré sur les femmes. On va regarder cette vidéo ensemble et après on aura un retour de nos intervenants là-dessus. Des gens pour apaiser ou soutenir ou enlever ces charges mentales. Premièrement, il faut être disponible à l'écoute. Parce que les femmes, souvent, ils ont besoin qu'on l'écoute. Même si on ne le fait pas assez, ça c'est déjà très important. Et quand on est à la maison, on peut dire, on peut aider à être avec les enfants. Moi, par contre, moi j'ai dit par rapport à moi. Moi, pour aider mon épouse, si elle n'est pas là et que je vois la vaisselle, je le fais. Et que je vois qu'elle tape pour faire à manger, je le fais. Et que je vois qu'il faut aller récupérer les enfants à l'école, si je suis à la maison, je le fais. Mais ça, c'est pas une chose qu'on peut dire, il est là pour enlever les charges mentales. Parce que les charges mentales, c'est quelque chose qui va toujours rester. Nous, les hommes, on est là pour soulager, mais pas enlever. Pour soulager, je l'écoute, je l'aide de temps en temps. Si je suis là, je fais qu'elle se sent vraiment à l'aise. Pourquoi pas, de temps en temps aussi, de nous pousser faire un tour avec ses copines, entrer au restaurant, sauna ou autre. Ça aussi, ça détend les charges mentales, ça soulage une femme, mais ça ne s'enlève pas. Parce que quand on est marié, et là, c'est une partie-là de femme qu'il porte. Et moi, je suis là pour le soulager, en fait, qu'il puisse pas être réalisé. C'est aussi mon devoir. Donc, si tu reposes la question, comment faire pour soulager le charge mental, je dirais juste lève et écoute. Je vais répondre à ceci. Enlever les charges mentales, pour moi, je ne crois pas qu'on pouvait enlever les charges mentales. Mais par contre, soulager, on peut les soulager. On peut les soulager en prenant d'autres charges, par exemple, les jours où moi, par exemple, je ne travaille pas sur la maison, c'est là où je peux prendre un peu toutes les charges, genre s'occuper un peu des enfants, faire le ménage, il faut préparer, et les laisser tout simplement se reposer, prendre son temps, pourquoi pas, par exemple, regarder un film, qu'elle soit vraiment à l'aise et apaisée. Vraiment, ça c'est une bonne question, je dirais. C'est une bonne chose, pardon, je dirais. Mais du côté enlever, franchement, on ne peut pas enlever une charge mentale. Parce que c'est au quotidien, c'est tous les jours, tout ça. Mais par contre, si c'est soulagé, de temps en temps, je peux l'amener avec moi au resto, pourquoi pas.